Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, révision de ce chapitre 3 sur l'optique ondulatoire. On avait commencé par parler un peu en général de la nature de la lumière, la nature ondulatoire de la lumière. Donc, toujours garder à l'esprit que ce sont des ondes électromagnétiques et la lumière visible n'est qu'une partie du spectre et on peut toujours convertir la fréquence de la lumière en longueur d'onde en utilisant le fait que la vitesse de la lumière dans le vide est connue. Donc, si on utilise C, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est égal à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Souvenez-vous, c'est juste notre bonne vieille équation du chapitre 1, vitesse égale à longueur d'onde sur période, donc fois fréquence. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est 3,10 à la 8 mètres par seconde. On l'a pas beaucoup utilisé dans le chapitre-ci, mais vous allez le savoir par cœur dans le prochain chapitre sur la relativité. Ensuite, on a parlé de la nature fondamentale du phénomène d'interférence. Donc, ça, c'est vrai pour n'importe quelle sorte d'onde. Deux ondes qui sont en phase vont se renforcer, faire l'interférence constructive, alors que deux ondes qui sont en antiphase, on pourrait dire décalées d'un demi-cycle, vont se détruire, faire de l'interférence destructive. C'est le principe d'ailleurs des casques anti-bruit. Si vous avez un casque d'écoute actif avec un principe actif anti-bruit, dans le fond, il analyse le bruit de fond, quelles sont les fréquences, et il va les décaler d'un demi-cycle, donc faire un déphasage de pi radian à l'onde sinusoïdale de chacune de ces fréquences parasites-là pour annuler finalement le bruit de fond. Et nous, on s'y est intéressé surtout dans le cadre des ondes lumineuses. Le phénomène est le même, peu importe la sorte d'onde. Donc, si on a deux sources d'ondes, ici deux sources de lumière par exemple, la différence du chemin qu'ils ont à parcourir pour arriver à un certain point, si elle est un nombre entier de longueur d'onde, ça va faire de l'interférence constructive. Si c'est un nombre demi-entier de longueur d'onde, ça va faire de l'interférence destructive. Et on peut convertir toujours cette différence de marche en mètres en déphasage en radians. Là. Donc, un demi-cycle, c'est à la fois une différence de marche d'une demi-longueur d'onde et un déphasage de pi radian, la moitié d'un cycle complet. Donc, pour deux sources, évidemment, qui sont en phase, c'est pour ça que souvent dans nos exercices, c'était de la lumière qui provenait d'un laser, donc ça donne une onde lumineuse cohérente pour donc les deux sources, si c'est deux fentes par exemple, les deux sources lumineuses sont en phase, donc ils viennent vraiment de la même source cohérente de lumière, eh bien on va avoir un maximum ici d'intensité, comme on disait, quand la différence de marche est un nombre entier de longueur d'onde, et un minimum quand c'est un nombre demi-entier de longueur d'onde. Ça, c'est le principe général, ça s'applique toujours, sauf qu'ensuite, pour les filtres différents, ça sera pas nécessairement toujours deux sources. Okay? Donc, ça peut être un nombre infini de sources qui passent par une fente, par exemple, et là, il faut faire une analyse un petit peu plus fine de ce que ça signifie comme résultat global final, ou encore vraiment deux sources, là, ça va être directement ça ici, ou encore plusieurs fentes consécutives. Donc, dans les fiches synthèse, toujours, comme celle que je viens de vous présenter, vous avez ce petit résumé. Remarquez que dans votre manuel, vous avez ici là, des petites équations que moi j'ai masquées. Les équations qui donnent la valeur de l'intensité lumineuse, on les utilisera pas. Donc, il s'agit simplement d'être capable d'analyser les différents patrons. Donc, vous avez ici toujours un peu l'équivalent d'une photo de ce qu'on verrait à l'écran si on avait ce filtre-là, et au-dessus, un graphique qui donne l'intensité lumineuse, ici en fonction de la différence de marche, mais là, on l'a superposé à la bonne position sur l'image, donc c'est l'équivalent de l'avoir en fonction de la position. Donc, pour la diffraction, on a seulement une fente d'une certaine largeur. Donc, quand on utilise la variable A, c'est qu'on parle de la largeur de la fente. Et là, notre démonstration qui utilisait plusieurs petites sources
comme modèle. Quand la lumière passe à travers une petite ouverture, c'est comme si, dans le fond, chaque point de l'onde devenait une nouvelle source lumineuse. Nous a donné cette condition, donc, c'est-à-dire que pour la géométrie, c'était la même chose que l'interférence, mais la condition pour obtenir les minimums de luminosité, donc ici dans la diffraction, ce sont vraiment les minimums qui sont localisés et qu'on peut calculer. Donc, les minimums sont donnés par les nombres entiers de longueur d'onde. Donc, quand on a une différence de marche d'un nombre entier de longueur d'onde, disons d'une longueur d'onde d'un côté, c'est notre premier minimum, et différence de marche de longueur d'onde de l'autre côté, c'est notre premier minimum de l'autre côté. Ce qui fait que le maximum central ici va être 2 fois plus large que les autres. Hein. Donc, quand on passe d'une différence de marche d'une longueur d'onde à une différence de marche de 2 longueurs d'onde, ben ça donne à peu près, donc ici, c'est la différence de marche va être doublée. Et donc, si le sin tangente est à peu près, et sin θ est à peu près égal à tangente θ, ça donne exactement le double pour le y. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas tout à fait le double, mais grosso modo, le maximum central va être le double des autres maximums. Pour le premier, vu que ça se passe à distance, c'est exactement le double. Donc, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Ensuite, le patron obtenu par seulement le phénomène d'interférence, on le reconnaît parce que ce sont toutes des franges d'interférence égales en grandeur, comparativement ici là au patron de diffraction. Ben là, c'est notre condition générale qu'on vient de voir, la même que pour l'interférence générale. Donc, si on a une différence de marge d'un nombre entier de longueur d'onde, c'est un maximum de luminosité, comparativement à un minimum ici pour la diffraction. Et on peut trouver autant les maximums que les minimums, donc les deux occupent à peu près le même espace là, sur l'écran. Donc, pour les minimums, à chaque fois que vous avez une différence de marge d'exactement un demi-entier de longueur d'onde, vous avez un minimum. Et finalement, vous remarquez que puisqu'ici, on s'intéresse non plus à la largeur de chacune des fentes, mais à la distance entre les fentes, on utilise la variable d, mais la géométrie est la même, donc on a encore une fois la différence de marche égale à d sin θ. Tout à l'heure, c'était a sin θ. Et finalement, si c'est un réseau de plusieurs fentes, le patron, on le reconnaît parce que ce sont des maximums vraiment bien localisés, donc des points lumineux localisés. Pour la position des maximums, donc ici, on cherchera pas la position des minimums parce que tout l'écran est à un minimum de luminosité, à l'exception de ces maximums-là. Donc, on calcule les maximums seulement. Et c'est la même condition que pour l'interférence ici, là. Donc, l'équation est la même pour le réseau. Finalement, la dernière chose qu'on a vue dans 3.6, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a à la fois de l'interférence et de la diffraction, parce que généralement, si vous avez de l'interférence, c'est que finalement, il y a des cônes de diffraction suffisamment larges pour que vous puissiez la voir. Mais ici, dans le patron d'interférence qu'on montrait, c'est comme si on voyait pas encore le premier minimum. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser le patron lorsqu'on a accès aux deux? C'est-à-dire qu'ici, on voit les minimums de diffraction. Là, ils sont indiqués en bleu. Donc, ça, c'est un minimum de diffraction. Ça, c'est un minimum de diffraction. Et d'après le graphique d'intensité, on devine qu'il y en aura un autre ici, là où se termine la photo, si on veut. Donc, ça, c'est les minimums de diffraction. Fait que l'équation qu'on va utiliser, ce sera celle-là ici, là, avec la largeur de la fente. Donc, c'est ça qui va nous permettre de découvrir la largeur de chacune des fentes. Alors que le patron qui est à l'intérieur, donc tous ces petits maximums-là qui sont d'égale grandeur, ça, ce sont des maximums d'interférence, donc ils vont être associés à la largeur entre deux fentes, donc à la distance entre les fentes. Et dans toutes ces situations-là, on a toujours notre équation tangente θ égale à lambda égale à y sur L qui nous permet de convertir un angle en position sur l'écran ou l'inverse. Quelques petits exercices pour appliquer tout ça. Donc d'abord, vous vous souvenez de ce vox pop où on disait il y a 3 patrons de diffraction qu'on observe.
puis on se demande lequel est produit, quel patron est produit par quelle largeur de fente. Donc ici, on change la question, c'est la même situation, mais on change la question. Donc, quelle longueur d'onde produit le patron de droite? Alors, souvenez-vous, ce qui nous permettait de résoudre ce vox pop-là, c'est d'aller relier le fait qu'on s'intéresse vraiment dans les trois cas à la position du premier minimum de diffraction. Donc ça, c'est le premier minimum, c'est le premier minimum, c'est le premier minimum. Donc on s'intéresse dans les trois cas à quand est-ce que la différence de marche est égale à une fois la longueur d'onde. Et cette différence de marche-là, c'est A sin de l'angle. Et dans le cas du patron de droite, c'est celui pour lequel le Y, à partir du 0, là, est le plus grand. Donc, c'est aussi celui pour lequel l'angle va être le plus grand possible. Donc, si on veut avoir l'angle le plus grand possible, ben, il faut que sin de cet angle soit le plus grand possible. Donc, vous avez deux façons de rendre l'angle le plus grand possible. Donc, soit on diminuait la largeur de l'ouverture. Souvenez-vous, c'était la réponse au vox pop dans la section 3.5. Donc, plus l'ouverture est étroite, plus le cône de diffraction va être large. Mais vous avez une autre option aussi pour faire augmenter le côté droit de l'équation. Vous pouvez faire augmenter la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde la plus grande, c'est celle qui va donner le cône de diffraction le plus large. Donc, la réponse ici, c'était C. Ensuite, on a vu dans 3.5 toujours la limite de résolution qui est une application à la diffraction. Donc, pour démontrer cette équation-là, on a utilisé la diffraction, mais en réalité, c'est vraiment un peu comme un autre sujet. Donc, dans le cas des appareils optiques qui ont une ouverture circulaire, on a une équation similaire pour les autres formes d'ouverture, là, mais pour une ouverture circulaire, ça donne ça ici. Ça nous permet de trouver quelle est la séparation angulaire à laquelle on va être capable de résoudre deux sources de lumière distinctes. Autrement dit, on va être capable de les distinguer comme étant deux sources. Donc, plus votre θ limite est petit, meilleure est la résolution de votre appareil optique. Donc, si vous voulez être capable de résoudre des objets qui sont très, très proches l'un de l'autre, ben vous avez deux choix. Si vous voulez diminuer ça ici, pour distinguer des objets qui sont plus proches, soit vous diminuez la longueur d'onde, donc en allant dans l'ultraviolet, dans la lumière bleue, l'ultraviolet ou ainsi de suite, ou soit vous augmentez l'ouverture de votre appareil optique, d'où les immenses télescopes pour voir des étoiles qui ont une séparation angulaire très très fine. Et comme on s'intéresse dans ce genre de problème-là à des séparations qui sont très petites, souvent plutôt qu'écrire 0,00000 quelque chose degré, on va utiliser les unités de seconde d'arc. Puis c'est assez facile si vous avez compris le principe d'une heure à 60 minutes à 3600 secondes. C'est la même chose pour 1 degré à 60 minutes d'arc à 3600 secondes d'arc. C'est vraiment l'équivalent. Alors, il nous resterait quelques vox pop encore, ou plutôt quelques questions de concept et un exercice de révision. Mais je vois que je m'approche du 15 minutes fatidique, donc je vais envoyer ça dans une autre vidéo. Et je vous laisse essayer de répondre à ces deux questions, sans aller voir la réponse dans votre manuel. Puis on les résout ensemble dans la prochaine vidéo avec l'exercice.